technique de fabrication de chaussures. Aujourd'hui, elle apparaît comme une opportunité d'emploi. On parle de l'hyperlordose lombaire. C'est l'une des altérations les plus courantes de la colonne vertébrale. Elle résulte souvent de certaines de nos postures ou d'un mauvais équilibre du bassin. Et les fortes précipitations observées ces derniers jours dans certaines localités de la région septentrionale engendrent la montée des eaux et occasionnent des inondations. Le niveau d'alerte est au rouge, on en parle. Merci à vous de nous choisir pour vous informer. On démarre cette édition en faisant un zoom sur ce métier manuel qui consiste à réparer les accessoires tels que les chaussures, les sacs ou encore les ceintures fabriquées en cuir. C'est la cordonnerie, ce métier qui est aujourd'hui en pleine mutation. Elle se réinvente avec de nouvelles techniques de fabrication. La cordonnerie d'hier à aujourd'hui, c'est un sujet proposé par Igor Ayosso et Martial Betoro. Hilaire est cordonnier. Chaque jour, il reçoit une dizaine de clients dans son atelier. La demande est variée, mais la matière première demeure la même. Ici, les différents types de chaussures qu'on fabrique, vous avez les tapettes simples, les chaussures bandes croisées, 2 bandes, 1 bande. En plus de ça, nous avons aussi les fermées et les babouches. Nous avons premièrement besoin de la matière cuir. Le patron, à part ça, quand vous avez le modèle pour vous fabriquer, il y a la semelle. À part la semelle, vous avez le carton, le chiffon, les garnitures. Et puis, il y a aussi un autre cuir qu'on met à l'intérieur. On a aussi besoin de la colle, surtout. Exercer le métier de cordonnier nécessite une formation bien spécifique. Il faut forcément avoir les aptitudes de couture avant de s'y mettre, c'est très important. Donc, dans la formation, il faut aussi apprendre à coudre. C'est aussi une autre étape carrément. Donc, il y a certains cordonniers, il y a d'autres qui, avec la couture, ils ne peuvent pas, c'est un peu difficile. Tu prépares le cuir, après tu vas donner ça au matelassier pour la couture. Mais quand tu te formes correctement, tu fais aussi la couture. Comme ce client, nombreux sont ces Béninois qui ont adopté le Made in Bénin. Je préfère nettement les chaussures de chez nous parce qu'on a des cordonniers aujourd'hui qui ont de l'ingéniosité. Ils ont l'esprit très créatif, ils font de bons designs avec aussi de très bonnes qualités de matière qu'ils utilisent. Donc, sincèrement, moi je préfère beaucoup plus les chaussures de fabrication traditionnelle mais avec une certaine finesse. Nous aimons plus les chaussures fabriquées au Bénin plus que les autres pays. Et pour satisfaire la demande sur le terrain, certains Béninois comme Hilaire ont fait de ce métier leur source de revenus. Le modèle là, c'est fait chez nous, on appelle ça les babouches. C'est en cuir également. Il y a aussi par contre, celle-ci aussi, c'est fait, on appelle ça le sandal. Le sandal, c'est fait chez nous. Il y a un parlant plus de chaussures, c'est fait chez nous. Ça permet de nourrir son homme. Il y a les bonnes dames qui arrivent, certaines qui viennent chercher et revendre. Avec le secteur, on arrive à joindre les deux bouts. Et il m'arrive d'exporter mes produits. La cordonnerie est l'un des métiers du secteur artisanal. Il participe également au développement économique du pays. Vers la fin d'année, les gens viennent, on paye l'impôt. Il y a aussi les gens de la patente, on paye. La cordonnerie, un métier négligé au départ qui attire plusieurs jeunes aujourd'hui. Développer davantage le métier pourrait être une source de grandes opportunités d'affaires pour ces artisans. On parle santé à présent. Lorsque vous regardez votre dos en profil, eh bien vous devriez voir certaines courbes qui sont considérées comme normales. Mais quand elles sont augmentées, on parle alors d'hyperlordose lombaire. Cela résulte souvent de nos différentes postures, de la grossesse, des chaussures que nous portons et parfois même des sacs à dos inappropriés ou très chargés. Le mal n'épargne personne. Suivons plutôt. Le squelette humain est composé entre autres de la colonne vertébrale et de la lordose lombaire. Cette partie du corps, pourtant considérée à tort comme une maladie, est essentielle pour tout être humain.
la lordose lombaire, c'est la courbure de la colonne vertébrale qui donne une concavité postérieure au niveau de la zone lombaire, au niveau du rachis lombaire. C'est-à-dire le creux que nous voyons immédiatement après les fesses. On a besoin de cette lordose pour avoir une bonne résistance au niveau de la colonne vertébrale. Lorsque nous avons des creux qui vont dépasser 5,5 cm actuellement au Bénin, on peut parler donc d'une lordose qui dépasse déjà notre norme. Il faut donc parler d'hyperlordose lombaire en cas de maladie. La pathologie peut être congénitale ou non. Toutefois, certaines habitudes telles que le port de chaussures à talons peuvent constituer des facteurs de risque. Et lorsque vous travaillez tout le temps dans une position qui crée votre lordose, c'est-à-dire une position de dos creux, vous pouvez augmenter à la longue votre lordose lombaire. Chez les dames, le port de grossesse, le port de sac à dos par exemple, quand c'est trop lourd, vous allez aussi augmenter la colonne lombaire. Chez les apprenants, le port de sac à dos inadapté prépare à une hyperlordose lombaire. Et si les enfants trouvent normal de tout porter pour éviter les corrections à l'école, les parents sont appelés à plus de vigilance. Il faut savoir que vous ne devez pas mettre plus de 10% du poids de l'enfant dans le sac. Si le sac pèse plus de 10% de son poids, c'est mauvais. Autre chose, il faut que l'enfant soit bien chaussé. Parce qu'il peut être bien chargé, mais s'il est chaussé correctement et que sa chaussure n'a pas des talons qui projettent son tronc vers l'avant, il n'y a pas de problème. Troisième élément, c'est que le sac doit être un sac adapté à l'enfant. Il ne faut pas acheter les gros sacs des adultes à son enfant. Le sac doit pouvoir s'arrêter au niveau des fesses. Si tous les cas d'hyperlordose lombaire ne peuvent être soignés, certains peuvent par contre être corrigés. On peut rendre souple la colonne lombaire de façon à ce que cette colonne lombaire, lorsque même elle a une hyperlordose, qu'elle puisse vraiment faire le mouvement d'antéro-postérieur sans problème. Si c'est une personne déjà qui a un certain âge, on peut lui apprendre à faire des gestes pour pouvoir recorriger ça. Mais si c'est un enfant, il faut alors savoir qu'est-ce qui est la cause. Est-ce que c'est dû à la charge de son sac, etc. Mais mieux vaut prévenir que guérir. De saines habitudes peuvent aider à garantir une plus longue durée de vie à la colonne vertébrale et aux disques intervertébraux. Lorsque nous devons nous asseoir, rentrer correctement nos fesses dans les sièges. Utiliser des sièges qui ont des dossiers, qui ont le dos presque droit. Sinon, je veux dire droit. Lorsque nous nous asseyons dans notre voiture, redressons notre dossier pour que ça soit à droit. Il faut toujours garder une petite lordose, même si vous êtes sur engin. Il ne faut pas effacer totalement sa lordose lombaire. Elle joue un rôle important dans l'équilibre physique et dans l'idéal, toujours consulter quand surviennent les premières douleurs. L'hyperlordose lombaire, donc un mal du dos. Et pour tout savoir du mal, ou plutôt de ce dont on peut souffrir à travers le dos, on reçoit notre invité, c'est l'invité du journal. Ariel de Souza, kinésithérapeute, est notre invité. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, on a pu le suivre dans le reportage tout à l'heure, l'hyperlordose lombaire, qui fait partie, on va dire, des maux dont on peut souffrir dans le dos. En effet, ça fait partie des causes de douleur dans le dos, mais ce n'est pas les seules causes possibles parce que nous avons aussi plein de, comme l'a dit dans le sujet le collègue, le docteur Ngwidji, c'est la douleur lombaire, elle peut être causée par une hyperlordose lombaire comme par une utilisation inadaptée du dos. C'est-à-dire que dès que vous vous retrouvez dans une situation où vous devez prendre une charge lourde et que vous ne protégez pas un peu votre dos et que vous prenez la charge lourde de la mauvaise façon, vous vous retrouvez avec une lésion que vous apportez au niveau du dos de façon brutale qui peut entraîner une douleur qui peut être invalidante, c'est-à-dire une douleur qui vous empêche de bouger. Maintenant, en dehors de ça, il y a nos habitudes, la façon dont nous tenons, la façon dont nous asseyons, la façon dont nous restons debout, qui peuvent agir à long terme sur le dos. Donc, c'est des petites habitudes qui créent des petites lésions qui s'additionnent avec le temps et qui entraînent à la longue
une douleur lombaire. Donc il y a des multiples de causes qui peuvent entraîner ça, comme aussi le port de sac au niveau des enfants quand c'est pas bien réglé au niveau des sangles et qu'il y a un côté qui descend plus que l'autre et qui amène une pression à un niveau ou un autre de la colonne vertébrale, ça peut entraîner aussi des douleurs lombaires. Donc il y a tellement de causes, la grossesse, le port de talons, il y en a beaucoup. Alors, à quoi est-ce que l'on court quand l'on ne traite pas l'hyperlordose lombaire? Oui, à une douleur lombaire, donc c'est-à-dire à une douleur plus forte. On court le risque d'aggraver et donc d'aller vers une composante nerveuse, c'est-à-dire neurologique, donc une compression du nerf. Et en ce moment, ce n'est plus le mal du dos, ça devient de la sciatique et ça rentre dans les jambes, ça rentre dans les fesses et là, ça devient plus grave. Alors qu'au départ, on aurait pu l'éviter. Et justement, au départ, on aurait pu éviter, mais en quoi faisant? Bon, déjà, en changeant nos habitudes, par exemple, au niveau de, je vais passer par étapes chez les enfants déjà, c'est s'assurer que les sangles de chaque côté du sac sont à la même longueur et que le sac est vraiment centré au milieu et que le poids du corps, le poids du sac ne soit pas trop, que ça respecte effectivement les 10% du poids de l'enfant pour pouvoir gérer la charge. En dehors de ça, par rapport aux grandes personnes, par rapport aux talons, il faut essayer de diminuer si on n'a vraiment pas le choix, si on peut avoir une autre chaussure et limiter et varier un peu le port. Ça peut aider. Maintenant, par rapport à nos habitudes, quand on doit se tenir debout, il faut essayer de rentrer un peu le ventre et soit de diminuer la pression et puis faire attention aussi à son abdomen. Il ne faudrait pas laisser le ventre trop se relâcher, que ce soit chez les hommes ou chez la femme, histoire de corriger un peu. Et déjà dans nos mentalités, savoir que dès qu'on se tient debout, il faut quand même maintenir un peu le dos. Il ne faut pas rester voûté pour accompagner encore l'hyperlordose pour que ça puisse accentuer la douleur. Donc si le mal c'est très très fort et qu'on ne peut pas supporter, on va d'abord se reposer, on se couche, on peut se mettre, il faut surtout éviter de masser. On peut éviter parce que vous ne savez pas forcément l'origine de la douleur. Donc un massage agressif peut encore aggraver les choses. Donc il faut que la personne se repose et qu'on lui mette sur le dos et qu'on lui mette un coussin sous le genou, histoire de garder le dos à plat pour ne pas aggraver encore la situation. Donc un peu de repos, au plus souvent le repos, que ça ne dépasse pas les 1 ou 2 jours. Parce que si la personne a la capacité de consulter, c'est mieux. Maintenant, si la personne n'a pas la capacité de consulter, si le mal de dos n'est pas trop grave, ce n'est pas avec une composante neurologique, ça finit naturellement par s'estomper. Maintenant, pour que ça s'estompe naturellement, il faut vraiment respecter les règles. C'est-à-dire, une fois que la douleur s'est calmée et que la personne est capable de se tenir debout maintenant, qu'elle maintienne le dos droit dans quelles que soient les circonstances, évite les charges lourdes et boit suffisamment d'eau. Et petit à petit, la tension au niveau des muscles qui ont été touchés et qui ont entraîné la douleur va se relâcher naturellement. Mais il faut garder à l'esprit que chaque fois qu'on multiplie ce genre de façon, on va appeler ça crise, ce genre de crise, et qu'on ne fait rien, à force, c'est des micro-lésions qu'on se crée et qu'au final peuvent, en s'additionnant, créer quelque chose de beaucoup plus. Autrement dit, avec cette petite crise, il vaut mieux aller voir le kinésiste ou le rhumatologue pour savoir. Quand la douleur elle est forte, maintenant une fois que la douleur est passée et qu'on sent quand même la raideur, parce qu'on le sent, la tension au niveau du dos. Donc dès qu'on continue de le sentir, on va chez le kiné et là on a quand même une panoplie de choses qu'on fait pour pouvoir relâcher le muscle et rééquilibrer au niveau de la colonne vertébrale. Ariel de Souza, merci d'être passé sur ce plateau. Peut-être que je passerai vous voir je passerai certainement vous voir en cabinet pour peut-être traiter également. Merci à vous et merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. On poursuit cette édition. Vous le savez, depuis quelques jours, on assiste à la montée des eaux dans les bassins des grands fleuves, ce qui engendre ou ce qui a engendré déjà des inondations dans plusieurs communes du pays avec de nombreux dégâts. Le niveau d'alerte est déjà au rouge. Les explications ici avec Théodore Adjakba, il est spécialiste en gestion des inondations. Et la montée des eaux dans nos bassins et dans les grands fleuves du Bénin, c'est deux faits. La pluviométrie locale et les eaux qui viennent d'ailleurs. Du côté du Niger, c'est beaucoup plus les eaux qui viennent de la Guinée
et qui transite par le delta intérieur du Mali, qui passe par Niamey et qui passe par Malanville pour aller vers le Nigeria. Du côté du Mono, nous avons les eaux qui viennent du Togo, plus précisément des lâchers d'eau du barrage de Naveto, qui viennent créer les inondations dans les communes de Lokossa, Atiémé et Grand Popo. Le bassin du Louémé, ça c'est un fleuve intérieur au Bénin, donc, et ça c'est la pluviométrie locale. Et il y a l'installation anarchique des populations qui ne libèrent pas toujours les espaces riverains des fleuves. Il y a la non-culture de risque. Sur le plan économique, les gens perdent beaucoup leurs activités. Et sur le plan de l'environnement, nous avons la dégradation du cadre de vie et la perte de quelques espèces qui nous sont chères, par exemple. Sur le plan social, les gens sont vulnérables. Ce qui est conseillé aujourd'hui, en termes comme solution, c'est que les gens suivent de façon rigoureuse les prescriptions de l'APC, le Fonds national pour la gestion des risques et catastrophes, que les maires s'accréditent et que ces mêmes maires-là essayent de revoir leur plan de contingence par rapport au guide de la rédaction des plans de contingence que la Banque mondiale a mis à leur disposition depuis 2021. Mais il faudrait que les populations accompagnent en entretenant ces ouvrages-là que l'État est en train de mettre à leur disposition et qu'ils changent de comportement, n'est-ce pas, pour que les ouvrages soient entretenus et qu'ils libèrent les exutoires, c'est-à-dire le chemin de l'écoulement de l'eau, que ces chemins-là soient libérés. Et voilà, c'est sur cet élément que prend fin ce 12h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj, également sur la page Facebook de Bénin Business 24. Merci de votre aimable attention. À bientôt.